Allez. C'est parti, ouais. Allez, présentation, t'es qui, Ronan? Salut Chris. Eh bien, Ronan Chatin, donc, je tiens l'ESB à Torches, qui est pour le coup la première école de surf en Bretagne, qui a maintenant 25 ans. Voilà, et je suis aussi président de l'ESB Surf Club, qui est donc une structure associative qui a plutôt pour mission d'organiser des événements de taille diverses et variées, hein. Ça va du championnat local, départemental, régional, à des compétitions pro comme le Pro Junior qui va avoir lieu là du 29 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, au 3 mai, la troisième édition. Donc, vu le temps qu'on a aujourd'hui et pour les 3-4 jours qui viennent, je pense qu'on aurait été un peu dans le dur avec un événement juste ce week-end, alors que ça fait 2 mois qu'il fait beau, et là, blim, on prend cher pour le week-end. Bref. En conditions habituelles, hein. T'as l'habitude, Ronan, hein, de ces conditions à chaque fois que tu organises un gros truc. Mais d'ailleurs, à chaque fois, vous rebondissez. Je fais une petite présentation de chacun et puis après, on revient sur, tu vois, aujourd'hui, ce que vous entendez de tout là-haut, les fédés. Il y a eu plein de choses qui ont été diffusées encore aujourd'hui, hein, des différentes représentations officielles ou non officielles. Thomas, capitaine, présentation rapidement. Ensuite, c'est Gaëtan. Attends. Vous m'entendez là? Ouais. Capitaine, moi je suis le représentant du magasin Decathlon de Quimper en qualité de directeur. Ok, super, donc tout le monde connaît. Gaëtan Séné, je ne sais pas si tu es à Melouse ou dans le Morbihan. Gaëtan, on n'entend pas là. Hein. Ça y est. Si, c'est bon. Oui, Salut Gaëtan. Ouais. Bonjour à tous. Donc, petite présentation pour les gens qui ne savent pas qui tu es. J'ai 2 casquettes, on va dire. J'ai été infirmier pendant 7 ans et j'ai repris une activité d'éducateur sportif depuis maintenant 5-6 ans, en passant par quelques années de stand-up paddler professionnel. Et j'ai repris une école de kayak et de paddle depuis l'année dernière. Et compte tenu de la situation, quand toutes mes activités professionnelles se sont arrêtées il y a un mois, j'ai donc repris mon travail d'infirmier en étant en renfort Covid, et je suis à Mulhouse depuis 5 semaines. Ok. Et par contre, l'intervention, Gaëtan, toi, tu es prévu un petit peu plus tard parce que du coup, tu intervenais avec en parole plutôt infirmier, médecin et au cœur du Covid, parce qu'à la fin, en fait, on fait un pitch quand même virologie, médecin. Enfin, moi, on a essayé de choper plein Tu restes d'infos. avec nous. Tu restes Voilà, avec nous, donc Gaëtan, reste comme tu as avec une nous, école de quoi. kayak et tu représenteras Voilà. le SUP aussi. Erwan Le Léanec. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis président, donc je suis à Douarnenez et je suis président du Kelt Ocean Club, donc une assoce plus de participants qui essayent de fédérer, faire essayer aussi différents supports, différentes disciplines, et puis organisateur aussi d'événements. Voilà, il y a un an, on y était dans des très belles conditions. Donc, notre événement qui devait se dérouler le 11 avril a été annulé, bien sûr. Donc, il y a une telle attente qu'on nous demande de reporter, mais j'en discuterai plus tard. Mais voilà, on attend de voir comment se passe le temps, les événements, comment ça se déroule pour éventuellement se projeter sur un autre événement. Ok. Donc, première question, puisque là, tout le monde est en train de parler de déconfinement et la mer, le nautisme, la pratique de collective ou pratique individuelle, tout ça, on est un petit peu dans le flou. Ronan, toi, Ronan Chatin, donc si on commence par la torche, est-ce que c'est assez visible ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu sais, là, d'après hier, aujourd'hui, ce matin, les nouvelles, est-ce que tu sais te projeter dans la semaine, dans les 15 jours, dans les semaines à venir? Alors, on va parler un peu de nos certitudes et pas trop des incertitudes parce qu'il y en a malheureusement beaucoup. Mais clairement, le principe de plage dynamique, comme pour reprendre les mots du président de la Fédération française de surf, ça sous-entend que la plage, dans un premier temps, peut être un passage d'accès à l'océan, ce qui réglerait un peu les problèmes de surpopulation sur la plage, voilà. Et après, dans un deuxième temps, on peut clairement dire que la distanciation sociale s'est induite dans la pratique du surf, puisque
dans la pratique, mais dans l'enseignement de l'activité, je dirais que pour les débutants, les premières consignes de sécurité, c'est prenez vos distances, soyez à minimum 2 mètres les uns des autres pour éviter, voilà, pour garantir la sécurité de la pratique. Donc, tous ces indicateurs-là nous font penser que la pratique du surf, elle n'est pas déconnante au regard des contraintes que présente cette crise sanitaire. Alors, là, je parle du surf, mais on est plutôt là pour parler du littoral et de l'ensemble des activités nautiques. Donc, je pense qu'il y a d'autres qui vont s'exprimer autour du sujet. Maintenant, je dirais qu'il y a deux positions. Il y a la posture de la communauté surf à travers sa fédération, ses structures labellisées, ses clubs affiliés, qui dit on est prêt. Il y a un réseau de professionnels, d'éducateurs sportifs qui sont des professionnels de la plage et qui peuvent permettre une pratique encadrée dans un premier temps avec des enfants pour accompagner, aider la reprise de la scolarité parce que c'est un enjeu national de premier ordre. Ça, c'est entendable. Il faut diviser les classes par 2. Donc, on peut se dire que ces enfants, la moitié sera sur les bancs de l'école et l'autre moitié, pourquoi pas, pourrait faire du surf, de la voile ou d'autres activités nautiques, on va dire, dans un espace naturel. Et puis, il y a une autre idée émergente qui consiste plus à penser, comme ça peut être le cas dans d'autres pays, de se dire, en préconisant une pratique individuelle dans un premier temps, parce que la pratique individuelle, c'est plutôt du surf and go. C'est-à-dire, j'arrive sur le spot, je patine pas sur le parking, je vais à l'eau, je fais mon sport et je rentre vite à la maison. Donc, ça évite, encore une fois, les regroupements et il semble que le danger numéro 1, c'est la proximité, la promiscuité, en fait. Donc, cette affaire-là entre sport encadré par les fédérations ou pratique individuelle, il semble que la question soit pas encore totalement tranchée. Voilà ce que je peux répondre dans un premier temps. Ok. Erwan Leléanec, toi, avec laquelle, avec l'association, tu es évidemment les deux, les pratiquants individuels et à côté de ça, en club assos. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, avant tout, on est tous pratiquants, ça c'est sûr. Maintenant, après, il y a des décisions, préfecture maritime ou autres, qui vont décider sur les activités nautiques. Voilà, que ce soit surf, stand-up paddle, natation, longe-côte, voilà, il y a plein d'activités sur le littoral. Donc voilà. En sachant que voilà, il y a toujours. Après, il y a les professionnels, bien évidemment. Nous, on n'est que des amateurs. Mais vous avez été en lien tous les deux, Ronan, Erwan, est-ce que vous avez été en lien avec d'autres associations? Parce qu'aujourd'hui, il y a le surf, le stand-up, okay, le prone, ça c'est notre cœur de truc, mais on en parlait tout à l'heure avec la voile, avec les longe-côtes, avec ceux qui utilisent la plage, ceux qui utilisent les plans d'eau, tout ça. Est-ce que vous avez déjà été en contact et avec des actions et des réflexions avec d'autres associations? Pour ma part, non. Pour ma part, non. Ok. Mais c'est le but aussi de ce premier call, parce que tout à l'heure, on avait des gens… Je sais pas, il y a Ronan qui voulait parler, mais il a coupé son micro. Ouais. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais. Eh bien, moi, je dirais que je suis en contact quotidien avec mes collègues responsables de structures, écoles de surf, surf club, mais avec aussi les services de l'État, préfecture, la fédération, les services déconcentrés des fédérations, ligues et comités. Donc, oui, on est voilà, c'est une grande communauté et les gens échangent sur les bonnes pratiques et notamment, je pense qu'on a un double enjeu. Il y a l'urgence, gérer l'urgence, c'est-à-dire les meilleures conditions du déconfinement parce que l'enjeu est réel. Il faut surtout pas le rater. Et le deuxième enjeu,
ça va être bien sûr Ton chien? ça va être l'enjeu de la saison. Alors, il y a un peu de bruit autour de moi. Je vais vous reprendre dans 2 minutes. Ouais. Ok, Ok. merci beaucoup. Alors, on laisse justement, c'est le temps de laisser. Attendez, je coupe le micro. La cata. Olivier Sens, je fais rentrer. Voilà, kitesurf, Olivier Sang, je pense. Ouais. Thomas, hein, on en profite parce que là, donc, on a les assos, les pratiquants. Bien sûr, derrière, il y a le volet économique et toi, Decathlon. Comment se positionne un petit peu? Parce que Decathlon, juste pour donner un chiffre, c'est le nautisme. Tu vois, il ne faut pas croire qu'on là, on est dans notre bulle et en égoïsme, hein. C'est juste, voilà, on parle déjà de ce qu'on connaît, ce qu'on contrôle, et puis après, on élargira. Mais le nautisme, c'est quoi pour Decathlon? Si on parle Pour rien vous cacher, parce qu'on a rien à cacher, nous, le magasin de Quimper, on réalise 18 millions d'euros de chiffre à l'année sur l'ensemble des sports réunis. Et les sports nautiques pèsent pour 4 millions d'euros, avec donc toutes les pratiques confondues, natation, voile, paddle, surf, plongée. D'accord. Aujourd'hui, l'impact de la fermeture de nos magasins au 16 mars et une réouverture le 11 mai nous a fait très très mal, hein. On a fait un peu de business sur le mois de mars et le mois d'avril avec le retrait en decathlon.fr, enfin les achats decathlon.fr, mais c'est une goutte d'eau par rapport à l'activité physique et l'achat physique en magasin. Pour vous donner un autre chiffre, voilà, en avril, on fait moins 88% de régression de chiffre d'affaires sur le magasin de Quimper. Donc, concrètement, on a très peu d'euros qui sont rentrés dans nos caisses. On sait que le 11 mai, on réouvre. On ne sait pas encore dans quelles conditions exactement on va pouvoir réouvrir les magasins. On attend un décret, une ordonnance là, qui doit passer dans les prochains jours. On va être limité certainement à un nombre de clients en magasin en fonction de la superficie totale des magasins. Donc, on s'attend à ce que la reprise soit lente, lente en tout cas sur le mois de mai et aussi assez lente sur le mois de juin. Si les plages sont fermées aux touristes, peu de personnes dans les campings, donc peu de personnes à venir s'équiper aussi chez nous. Nous, on est hyper saisonniers, on joue notre année sur 3 mois de l'année. Enfin, on joue notre année sur les 3 mois d'été, juin, juillet, août. Ça pèse pour aller 65% de notre activité sur 3 mois. Donc, clairement, là, on a une montagne devant nous et on espère qu'il y aura quand même un petit peu d'activité parce qu'on a perdu gros là, depuis le début de l'année, depuis le premier semestre. Et on peut se refaire, entre guillemets, sur le prochain semestre. Mais tout dépendra de l'évolution de la situation. Au 1er juin, il y a un premier point de passage avec le gouvernement qui nous en dira plus justement sur les ouvertures des plages, sur les activités nautiques, sur voilà, plein de. On sera en attente on est en attente de plein d'informations. Donc on va reprendre, mais on sait que ça va être compliqué. Ok. Tu parlais en saisonnier aussi, ça veut dire que sur ces 3 mois-là, il y a du staff qui vient en plus pour s'occuper de la partie nautisme ou non? Ouais, tout à fait. Le magasin, à l'année, on est 50 collaborateurs et on recrute l'été, en règle générale, entre 20 et 30 personnes. Donc, on monte à 80-90 personnes. Là, concrètement, les recrutements vont être divisés au moins par 2. Ça, c'est une certitude. Donc, aujourd'hui, dire combien est-ce qu'on va recruter, les premiers signaux en fait, au mois de mai-juin seront importants parce qu'ils vont nous permettre de nous dire sur quelle tendance on sera. Est-ce qu'on va repartir normalement, ce qui m'étonnerait, ou est-ce que la reprise va se faire vraiment tout doucement? Ok. Ronan, Erwan, une question. Je ne sais plus sur quoi on était, Ronan, avant que ton chat a commencé à miauler là. Je ne sais plus si c'est un chat ou pas. Tu te rappelles sur quoi on était, Ronan? On était sur les enjeux les enjeux de la reprise en fait. Dans quelles conditions on peut imaginer retourner dans l'océan. Donc il y a une date qui est donnée, c'est effectivement le 2 juin. Et ça, c'est la recommandation nationale. Je pense qu'on l'a tous entendu. Néanmoins,
il y a une reprise partielle le 11, en tout cas des enfants qui vont aller à l'école. Donc, il y a un enjeu national de premier ordre, c'est cette reprise de l'école, parce qu'il semble que les parents doivent retourner travailler pour relancer une partie de l'économie. Et donc, l'idée d'un certain nombre de fédérations, c'était de dire, ben, dans notre pratique, on pourrait aider cette reprise de l'école en soulageant un peu les classes avec avec les chefs d'établissement, les instituts, les professeurs, les maires, l'ensemble en fait des pouvoirs publics. Imaginer, voilà, proposer de l'activité nautique, du surf, des sports de glisse, de la voile, pourquoi pas. On va éviter, j'imagine, le bateau collectif, mais encore que sur des grands bateaux, si on met que 2 personnes, on peut avoir largement les distances. Bref, tout ça, c'est envisageable, mais reste la question de l'accès à l'océan. Donc, il semble que les plaisanciers vont reprendre leurs activités à partir du 11 mai. Si ils reprennent, c'est bien parce qu'eux ne vont pas utiliser la plage, mais l'espace portuaire pour l'accès à l'océan. Donc voilà, ça une question en amène une autre, mais en tout cas, on peut imaginer qu'au regard du trait de côte qu'on connaît dans le Finistère, la superficie de la côte, du nombre de plages qui sont des plages sauvages, donc on va dire plutôt à l'opposé d'un environnement urbain comme ça existe sur d'autres sites en France ou en Europe. On imagine bien que le surf en milieu urbain, ça va être quelque chose de compliqué. En revanche, s'il y a 1200 km de côte, de 1250, je crois, dans le Finistère, c'est une région qui est peu touchée par le Covid, donc légitimement, on peut penser que le préfet du Finistère a une sensibilité particulière à redonner la possibilité à sa population d'accéder au littoral dans des conditions évidemment de respect des règles de distanciation et des gestes barrières. Voilà. Okay. Mais encore une fois, est-ce que le préfet du Finistère peut avoir cette posture-là si le préfet maritime en a une autre? Eh bien, il n'y a donner une réponse à cette question. Ok, j'espère merci que vous m'avez beaucoup. Suivi. C'était pas trop laborieux. Vous avez compris ce que je voulais dire? Ouais. Pas du tout, mais si. De toute façon, Renan, tu n'étais pas là tout à l'heure, mais on était avec un gendarme, on était avec des gens de la voile et en fait, bon, on va tous un peu dans le même sens. Hein, c'est-à-dire que tu vois, tout ce que tu poses là sur la fin, on l'a un peu abordé tout à l'heure. Donc voilà, merci. Il y a Arnaud aussi, hein, donc là on peut justement reswitcher dans le Morbihan, hein, bien qu'on soit à la base sur l'antenne de Begmail qui fonctionne très bien pour notre live Facebook. Mais je vois qu'il y a Arnaud avec nous et Corven, donc on a eu Decathlon, là on repart un petit peu avec toi. Ça va Arnaud, de chez Kite Spirit? Ouais, salut, merci, ouais. Je débarque, hein, donc je découvre tout juste le chat. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Juste, tu peux nous parler parce que toi, voilà, tu as un surf shop, bien sûr. Tu as aussi une marque Corven. Le début de saison va être trash hein, pour Decathlon. On en a parlé avec Thomas il y a quelques minutes parce que c'est quand même un pic qui s'annonce sur mai, juin, juillet. Toi, quelle est ton analyse aujourd'hui? C'est un petit peu le ressenti d'écouter, de voir un petit peu et puis après derrière ce qu'on peut en faire. Eh bien, pour l'instant, c'est compliqué parce qu'on marche à peu près à 5% de ce qu'on marche habituellement, 5 à 10% de chiffre d'affaires au niveau du magasin, parce qu'il y a encore des commandes en ligne un petit peu. Mais au niveau de l'école, on a un planning qui est vide, on a des désistements et surtout, on est dans le flou total sur une date de reprise. Donc, ouais, ça, c'est un peu inquiétant. Juste pour donner la taille un petit peu, il y a combien de personnes qui travaillent chez Kite Spirit et juste essayer de comprendre, tu vois, la partie école, la partie vente et la partie Corven.
On est 3 à travailler dessus. Donc, c'est une petite structure. Ouais. Est-ce qu'au niveau de ce qui a été envoyé comme message hier et ensuite par les fédés, parce que toi, tu fais tu suis plusieurs sports, on aura Olivier et Arnaud aussi en termes de pratiquants, mais il y a le message politique et puis après, il y a les fédés et les différents magazines. On n'arrête pas de voir aussi des messages, hein, que ce soit la fédé de surf, la fédé de voile et la fédé de vol libre. Pareil, toi, tu es vraiment dans le brouillard où tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de bonnes ou mauvaises, mais qui sont en train de se. Ouais, alors il y a pas mal de discours différents d'une fédé à l'autre. Hein. La fédé de voile, on sent le président un petit peu frileux qui ne veut pas se mouiller. La FFVL, très honnêtement, je ne suis plus depuis longtemps. Nous, on est affilié à l'AF-Kite, hein, l'Association française de kite. Grosso modo, pour l'instant, les directives sont tellement floues au niveau du ministère qu'après, au niveau des régions, pareil, on va essayer d'avoir des réunions avec les élus locaux, mais pour l'instant, on est dans le flou total, quoi. On est vraiment dans le flou total. On ne sait pas si effectivement on aura la possibilité de repratiquer, enfin si les pratiquants individuels vont pouvoir repratiquer à partir du 11 mai, ou est-ce que la fermeture des plages va pas donner la possibilité aux pratiquants de pratiquer leur sport. On ne sait pas du tout. Sur des cours de kite, hein, pour les gens qui découvrent, hein, parce qu'il n'y a peut-être pas trop de kitesurfers aujourd'hui, un moniteur de kite peut encadrer un groupe pour faire l'apprentissage du kitesurf dans des conditions de sécurité, là, après tout ce qu'on vient d'apprendre, et on n'est qu'au début du truc, mais en 6 semaines de masques, de gants, de distance. Est-ce qu'aujourd'hui, tenir une barre, donner des conseils, apprendre à quelqu'un à faire du kite, c'est possible chez Kite Spirit? Il y a des systèmes aussi audio. Ouais, complètement, bien sûr. Hein. La distanciation, de toute façon, nous, on demande à nos stagiaires de se tenir à 50 mètres de distance les uns des autres, hein, une fois qu'ils sont sur l'eau. Donc le problème, ça va être uniquement au sol quand on va distribuer le matériel, mais on est capable de conserver des distances, il n'y a aucun souci, quoi. Hein. Et tout ce qui est nettoyage, tu sens qu'on a des petites structures comme Kite Spirit sont capables, voilà, s'il y a des bonnes informations, de prendre. Tout à fait, je vois pas où est le souci. Ouais, si, nous, on a des produits antibactériens pour les combis. On fait qu'une session par jour, donc les combis, je veux dire, après la session, on les nettoie, on les met dans un produit antibactérien et puis elles sont réutilisées que le lendemain ou le surlendemain. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Là-dessus, on aura un petit point médecin. Tout à l'heure, on a trouvé des médecins en fin de réunion et on leur a soumis, je ne sais pas d'ailleurs la marque que tu utilises, mais on a soumis des marques par rapport à de savon, tout ça, parce qu'eux, ils sont quand même pas trop dans la psychose. Ils nous disent, en fait, ils sont presque plus cool que, en fait, je pense, toutes les questions qu'on se pose. Mais voilà, si vous avez des marques, on peut les soumettre après aux médecins scientifiques qu'on a trouvés, quoi. Voilà, c'est un petit point. Christophe? Ouais. On utilise quelque chose là qui est distribué par Nautix, mais j'ai pas du tout la marque là en tête. Je pourrais les retrouver. Moi, il m'avait demandé, mais bon, après, ça peut se faire de toute façon, si c'est pas là maintenant. Mais voilà, en tout cas, on a essayé de trouver cette possibilité parce qu'on a vu que c'était une question qui remontait en fait des gens que j'ai au téléphone. Voilà, Christophe. Merci beaucoup, Arnaud. Tu vois, ce type de questions, clairement, ça revient après, nous, dans nos conclusions. On le marque. Est-ce que ça intéresse des gens ou pas? Est-ce que tous les surf shops ont déjà leur supply chain pour ce type de produits, désinfectants? Est-ce que ça peut leur faire économiser du temps? Est-ce que ça peut leur faire économiser des erreurs, aller sur un truc qui n'est pas efficace? Chacun cherche un petit peu dans son coin. Je vous rappelle, hein, là, on est juste au premier live. Olivier, Arnaud, vous voulez vous présenter? Merci beaucoup, hein, Thomas, Arnaud, Erwan et Ronan. Il y a un challenge technique, hein, derrière ce Zoom. Donc, Olivier et Arnaud, je vous laisse vous présenter tous les deux en une ligne. Je commence. Oui. Donc Arnaud Ferlex, je représente le team Marara Sup. Donc on est installé à Sainte-Marine. On est un petit club. On est entraîné par David Amemotu, que vous connaissez tous pour la plupart. On est une petite asso, on est à peu près une trentaine à être représentés dans l'association et on s'entraîne une fois par semaine, le samedi généralement, en début d'après-midi.
Et le but étant d'avoir un groupe un peu convivial et de ne pas s'entraîner chacun de notre côté, mais d'avoir un groupe un peu contact et de s'entraîner tous ensemble pour participer à un maximum de compétitions. Donc, je vois qu'il y a Erwan qui est là, etc. Donc, on essaie de participer à toutes les compètes qu'il y a dans la région et même plus loin. On essaie de se déplacer quand on peut le faire. On essaie d'aller à droite et à gauche. Ok, merci. Olivier? Oui, alors moi, vous m'entendez bien là? Ouais. 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 Donc là, moi, là, je suis représentant de plusieurs choses. En fait, je représente, donc je suis moniteur de kite. J'ai une école de kite là sur la forêt Fouesnant. Donc une petite structure. Je représente aussi le club de kite de Concarneau, parce que j'en suis membre. Voilà, on est une quarantaine de pratiquants, donc plutôt la pratique individuelle là. Et puis je suis aussi directeur adjoint de la structure Les Glénans à Concarneau, donc l'activité croisière, voile légère, et voilà, donc c'est un peu plusieurs choses. Donc voilà, sur la représentation, sur l'activité en tant que telle. Alors si je peux parler de l'activité kite, je ne sais pas comment on fait là pour la. Je peux parler des activités là directement? Vas-y, tu peux justement dire Ouais, le bon. message. Chacun un petit peu, là Ok. pour l'instant, s'exprime. Derrière, après, on fait notre brainstorming et après, on essaye de structurer. D'accord. Donc pour le kite, l'activité kite, comme disait aussi Arnaud, il n'y a pas de grosses problématiques en termes de distanciation, que ce soit sanitaire. Enfin bref, c'est assez facile à organiser, je pense, l'activité en tant que telle. Moi, c'est une petite structure, hein, je suis tout seul, c'est au maximum 3 personnes, ce serait même à limiter à 2 s'il faut. Enfin, c'est une activité qui se fait en plein eau, c'est-à-dire à partir d'un bateau, très peu à terre. Voilà, c'est pas un gros problème en termes d'organisation, hein, pour moi. Maintenant, après, faut-il qu'il y ait du monde qui ait envie de venir faire du kite, ça c'est encore autre chose. Et à partir de quand? Sur la pratique individuelle, effectivement, j'ai sur le club de kite, là, j'ai quand même pas mal de pratiquants qui sont derrière et qui disent bon alors. Donc, on a travaillé un petit peu sur le document a dû être envoyé là sur de petites voilà, comment on pourrait mettre en place une activité kite en pratique individuelle en respectant les consignes de sécurité, que ce soit de la sécurité, de l'intégrité physique des personnes, mais aussi sanitaire. Voilà. Et puis sur le troisième volet, qui est volet plutôt activité voile, là, donc là, juste pour donner un ordre d'idée, les Glénans qui représentent une grosse activité là sur le secteur. Nous, pour l'instant, on est aussi dans l'attente. On a de nombreux scénarios. Le premier des scénarios, c'est un démarrage d'activité en juillet, et sûrement pas avant. Mais voilà. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins sympathiques que ça, mais pour l'instant, c'est à peu près ça. On a une grosse activité croisière, hein. Donc la croisière, c'est quand même une grosse problématique sur l'histoire de la distanciation aussi, là, physique des gens sur un bateau. Ça veut dire réduire des équipages, ça veut dire obligatoirement le même nombre de moniteurs pour un nombre d'équipages réduit. Donc au niveau économique, ça devient vite compliqué. Voilà. Ok, merci beaucoup. Arnaud, au niveau de la sauce, est-ce que les gens, là tu parlais d'une sauce d'une trentaine de personnes, dont une bonne partie est aussi compétition donc à niveau national, voire international. Il y a les gens sont ensemble à essayer d'agir, de trouver des solutions où on dit bon, attendons, et puis voilà, il y a peut-être quelque chose qui va venir de la préfecture, du gouvernement. Aujourd'hui, disons qu'au niveau de l'association, on est plutôt au niveau du bureau en train enfin, pas de tenir tout le monde, puisque tout le monde, bien sûr, a respecté les consignes, etc. Donc, pour l'instant, personne n'est allé à l'eau. Maintenant, en effet, on nous pose des questions, on nous demande quand les gens pourront y retourner. Aujourd'hui, il se profile deux choses. Soit on arrive à y retourner, alors tous ensemble, sachant qu'aux entraînements, en fonction des horaires, des emplois du temps de chacun, etc., on va être jusqu'à 10 à 15 à s'entraîner ensemble. Donc ça, ce serait une première solution et la solution idéale. L'autre solution, c'est de dire est-ce que dans la mesure où il faudra encore respecter ces mesures de distanciation, qu'on ne puisse pas y aller de manière individuelle. Et aujourd'hui, voilà, la réflexion, elle est simple, hein, elle est là. Est-ce qu'on y retourne tous ensemble ou est-ce qu'on attend mais en attendant, est-ce qu'on peut y aller de manière individuelle sans que ce soit gênant pour qui que ce soit finalement. Ok. Ronan, tu brasses beaucoup de monde hein, dans le 29. Est-ce que les gens
dans tes cercles, dans tes réseaux, les gens qui sont sur les discussions, est-ce que tu vois que les gens sont plutôt d'accord, il y a un consensus ou il y a vraiment, c'est du 50-50, il y en a qui disent bah, vas-y, fuck, là, on y va parce qu'on n'en peut plus et là, c'est bon et on est dans le Finistère. Ou, tu vois, quel est un petit peu, tu vois, vous êtes de bons conseils quand même, il y a plein de jeunes qui font du surf. Je dois vous laisser, moi. J'ai une autre réunion qui commence à 18h. Je suis Merci, désolé. Thomas. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne chance pour des cafés. Bon courage à tout le monde. Merci, au revoir. Alors, pour répondre. Pardon, Ouais. juste, en fait, je vous ai mis en direct avec un truc un peu pourri, mais donc on est en direct là. Quand même. Ok. Parfait. Donc, alors, je ne représente pas l'ensemble de la communauté surf. Néanmoins, je représente le SB Surf Club, qui est une asso avec 200 membres. Je suis directeur technique de l'ESB La Torche, donc c'est environ 2000 pratiquants qui passent chaque année. On a aussi une activité scolaire conséquente et on accueille à La Torche la filière de haut niveau, donc le pôle Espoir Surf, le centre labellisé d'entraînement. Donc, ce sont des jeunes qui sont athlètes de haut niveau, qui s'entraînent pour les meilleurs 20 heures par semaine. Donc, on comprend bien que là, ça fait plein de populations avec des profils un peu différents. Et puis, il y a aussi tous les pratiquants libres en surf qui sont très nombreux. Mais globalement, je dirais qu'il y a une vraie prise de conscience de l'enjeu et donc il y a un vrai civisme de la communauté, c'est-à-dire que je pense que très peu de monde sont allés dans l'eau. En tout cas, sur le site de la Torche, même non, puisque le site est fermé, les parkings sont fermés et voilà, la gendarmerie fait son job de contrôle. Donc, mais voilà, ça commence à faire quelques semaines que ça dure et les gens ont de plus en plus de mal à le vivre. Mais je pense que comme tout le monde, le sentiment, le ressenti a évolué de semaine en semaine. Entre la première semaine qui était un peu une phase de sidération, une deuxième semaine de confinement où on était peut-être un peu en colère avec pas mal d'incompréhension ou d'incohérence dans les effets d'annonce. Et puis, pour ma part, en tout cas, quand on a eu la dernière allocution du président qui a reporté voilà, un déconfinement progressif à partir du 11 mai, je pense que là, on a bien tous pris la mesure de l'enjeu, qu'en fait, l'enjeu de la privation des libertés individuelles, aujourd'hui, honnêtement, ça me paraît bien futile par rapport à l'enjeu global de pouvoir accéder à l'environnement, à l'océan pendant la saison estivale. Parce que globalement, si ce déconfinement il est mal organisé et qu'il se passe mal, la conséquence, c'est un reconfinement. Donc, ça veut dire que l'été, il est plié pour tout le monde. Donc, il faut bien mesurer ce que l'on fait. Et je dirais que tous les comportements à la marge de gens qui ne respectent pas les consignes, ben c'est en fait, l'incidence, elle n'est pas seulement sur eux. Le danger, il n'est pas juste de se sentir coupable ou de se faire choper par les gendarmes. L'enjeu, il est plutôt de contraindre l'ensemble d'une communauté et d'une population à retarder l'échéance du déconfinement. Donc, il faut bien mesurer cet enjeu-là, quoi. Et donc, évidemment qu'il ne faut pas y aller de manière… voilà, il y a une règle, ça paraît juste évident de la respecter. Néanmoins, il y a des expériences à travers le monde qui montrent qu'il y a des possibilités de retourner au contact de l'océan tout en respectant ces mesures. Merci beaucoup, Ronan. On va en parler justement. Il y a Erwan Simon là, dans quelques secondes qui va se connecter avec nous et qui a demandé à ses potes surfeurs brésiliens, hawaïens. On va le connecter dans quelques secondes. Ronan, ça me paraît ça. On va demander aussi à Gaëtan, parce que Gaëtan, donc, qui est en ce moment à Mulhouse, qui bien sûr adore naviguer, qui a comme support le SUP et comme métier aussi. Je ne sais pas si Gaëtan était avec nous. Il est là, il est là. Infirmier qui, voilà, il y a ce compromis hyper important, pesant de se dire entre la pratique et derrière le Covid.
c'est quoi ton analyse toi, aujourd'hui, Gaëtan? Toi, tu es à 800-900 km de chez nous, des côtes, et tu es entre guillemets au front. Ouais, l'analyse, en effet, j'ai les deux casquettes et un petit peu comme tout le monde, quand les premières dates de confinement ont été mises en place, ou même les premières alertes, bon, j'y croyais pas trop. Et là, maintenant que je suis de l'autre côté, c'est vrai que j'ai un peu tendance à me dire, quand je vois tous les discours des gens qui veulent retourner à l'eau, qui sont pressés, ça me fait un peu peur parce que bon, ici en Bretagne, c'est pas tout à fait la même chose, mais ici, ils ont eu vraiment beaucoup de difficultés à gérer tout le flux de patients. Ils ont ce qu'on appelle intubé, ils ont mis des gens dans des conditions en réanimation avec plus de 15 à 20 personnes par jour. Et c'est vrai que le personnel, il l'a pas très bien vécu. Heureusement pour moi, je suis arrivé fin mars. Et donc, j'ai pas vécu toute cette situation déjà. Quand je suis arrivé, on voyait le flux de personnes qui diminuait. Et même par moment, moi, j'étais aux urgences non Covid au départ. Maintenant, je suis aux urgences Covid depuis 3 semaines. Et c'est vrai qu'on a un flux de patients qui est pas très important parce qu'ils ont tellement renforcé les équipes. Il y a des gens qui viennent du sud de la France, d'un peu partout. Et donc, si je m'attachais à ce que je vois et ce que je vis actuellement, je pourrais me dire que bon, finalement, ça va, quoi. Mais c'est derrière, en fait, la plus grosse difficulté partout en France, c'est les services de réanimation qui n'ont pas suffisamment de lits et de personnel. Moi, ça fait 9 ans que je n'ai pas travaillé à l'hôpital, j'ai fait un peu de libéral. Je suis venu en renfort pour soutenir les collègues et apporter ce que je savais encore faire. Mais quand on m'a demandé de travailler en réanimation alors que je ne l'ai pas fait depuis 9 ans, je me suis dit, mais bon, si vraiment ils sont dans la demande de personnel et qu'ils me sollicitent alors qu'ils savent, hein, j'ai envoyé mon CV depuis plusieurs années, je ne travaille pas, c'est que vraiment derrière, il y a des besoins. Et il y a toujours beaucoup de personnel qui viennent de partout en France, justement dans ces services très spécifiques où il n'y a pas suffisamment de personnel. Donc le grand danger, c'est que le retour à une vie entre guillemets normale, je dirais que là, le gouvernement a dit les écoles, c'est pour le travail, c'est pour que les parents puissent retourner travailler. Et les gens ne comprennent pas. Le 11 mai, on veut aussi aller faire du sport. Oui, mais le problème, c'est que déjà, il faut que les gens retournent travailler. Ça, c'est pour l'économie. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent des activités nautiques et dans leur travail. Mais je dirais que dans le loisir, moi, ça me gêne un petit peu, tous ces gens qui disent je veux retourner à l'eau, parce que derrière, ils ne se rendent pas compte que, certes, c'est le gouvernement qui, depuis de nombreuses années, diminue le nombre de lits dans les hôpitaux et tout, mais aujourd'hui, si jamais il y a une deuxième vague, le personnel, il est assez épuisé. Par exemple, dans l'hôpital de Mulhouse, il y a plus de 300 personnes qui ont été mises en arrêt de travail, du personnel hospitalier. Il y en a une vingtaine qui ont été hospitalisés. Et il y en a 4-5 du personnel soignant qui sont entre la vie et la mort. Sans compter tous ceux qui sont morts, mais on en parle très peu. Donc, à la fois, moi aussi, j'ai envie de retourner à l'eau et je me dis, bon, j'ai vécu cette situation d'arrêt d'activité quand je me suis cassé un bras quand j'étais athlète de haut niveau en kayak et en paddle, pareil, je me suis fait un arrachement osseux il y a 2 ans. Bon, j'ai arrêté 4 mois de faire du sport. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien, on veut retourner à l'eau. Et j'aurais envie de dire aujourd'hui plutôt les écoles, bon, c'est pas pour prêcher non plus pour mon activité actuelle, ni pour les écoles de kite ou de surf, mais voilà, essayer de réguler. De quelle manière, évidemment, personne ne sait comment on pourrait réguler. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme on a pu voir en Australie ou dans d'autres pays où ils sont revenus et ils ont fait marche arrière, et franchement, je ne crois pas que la majorité des gens soient capables de respecter les consignes pour un retour à la mer. Okay. Et c'est pour ça que je disais, bon, je n'ai pas vu beaucoup d'informations dans ce sens. Et moi, j'avais dit à Vanessa, je pense que dans un premier temps, ce serait de faire revenir les gens 1 sur 2, soit avec les plaques d'immatriculation ou voilà, qu'on puisse, entre guillemets, tous y aller, mais 1 sur 2. Ça ferait 50% des gens, s'ils respectent, bien évidemment. Ce serait peut-être une manière de limiter le nombre de personnes. Okay. Mais, voilà. Merci. Une petite question, Gaëtan, parce que moi, tu m'avais parlé, par exemple, pour cette histoire d'une personne sur 2, parce qu'il fallait réguler ce genre de choses. Tu avais pensé à des idées sur les immatriculations de voitures ou bloquer les parkings pour qu'il n'y ait qu'une place sur 2. Tu
parce que moi, on comprend bien hein, tout voilà, ce que tu dis et tout ça. Et je pense que personne n'a trop envie non plus de faire un déconfinement, qui ne soit pas sécurisé, et puis deux, qui nécessite un reconfinement et tout ça. Donc l'idée, en fait, là, c'est de réfléchir à ces espèces de… Est-ce que des phases transitoires seraient possibles? Si oui, de quelle manière? Et je sais que tu m'avais parlé des plaques d'immatriculation, non? Oui, en effet. Ouais. Oui, c'est une idée comme une autre, mais en effet, quand on va sur un spot de surf, par exemple, ou de kite, et c'est vrai que c'est difficile à entendre parce qu'il y a des spots de surf où on va tout seul. Moi, je fais du sup et maintenant, je vais rarement, je vais sur des spots qui sont un peu plus moins fréquentés. Mais j'ai aussi, un peu comme tout le monde, le dernier jour de comment dire, avant le confinement, je suis allé surfer et c'était comme en été, quoi, un parking plein, des gens qui sont tous les uns à côté des autres, et j'étais dedans au milieu de tout le monde. Je dis bon voilà, si la reprise se passe comme elle vient de se terminer, le dernier jour de surf, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir surfer très longtemps. Donc il va falloir essayer de trouver des mesures encore restrictives avec les gendarmes qui soient peut-être derrière, ou des bénévoles comme tu le soumettais à l'entrée des parkings, parce que les distances sociales, c'est extrêmement dur à respecter. Je vois quand je vais faire au supermarché, des gens avec des masques, on est peut-être 10% à mettre un masque. Et surtout, la file d'attente, personne ne respecte les 1 mètre. Bon, c'est des petites mesures qui sont importantes à respecter. Donc, vraiment, il faut que ce soit progressif. Alors, c'est évident que c'est compliqué à gérer, mais il faudra vraiment, je pense, dans un premier temps, respecter ces consignes. Elles sont toutes simples, hein, les 1 mètre, le lavage de mains, le masque. Pour moi, le masque, c'est quelque chose qui va être indispensable, et on sait qu'il y a des populations qui le mettent assez facilement. Merci beaucoup Gaëtan. Bon courage, ça nous fait super plaisir de t'avoir, hein, même si tu n'es pas en Bretagne en ce moment, mais on sait que d'habitude, tu vis au Morbihan, à Séné, Gaëtan Séné, de Séné. Et je pense que c'est super dur. On parlait justement des destinations. Erwan, est-ce que Erwan, Simon peut se connecter ou qu'on puisse avoir l'audio? Est-ce qu'il est là, Erwan Simon, si Anne nous entend normalement? Salut Erwan, ça va? Salut à toutes et à tous. Vous me voyez là? Ouais, c'est parfait. Ouais. Donc, surfeur, globetrotter, explorateur. Et tu nous as fait un petit tour. Merci beaucoup d'être avec nous, Erwan. Un petit tour des copains. Comment ça se passe ailleurs, Erwan? Bon, bah, d'abord, merci pour l'invitation. Je n'ai pas suivi toute la conférence parce que je suis invité sur plusieurs choses, mais là, il y a beaucoup de choses très intéressantes que j'ai entendues. C'est déjà très bien d'entendre voilà, des gens avec différents points de vue, des gens qui sont sur le terrain, etc. Moi, du coup, effectivement, j'ai fait un petit tour de mes connaissances à l'étranger. Alors, pas tout le monde, hein, évidemment, mais on va dire dans les zones qui sont plutôt développées pour le surf. Je vais d'abord commencer par un cas particulier qui est intéressant. C'est celui de Nicola Zanella, qui est un journaliste italien qui vit en Chine, qui parle chinois, qui est marié à une chinoise et qui a vécu en fait le début du Covid en Chine, et qui a vécu le confinement là-bas de manière assez extrême, parce que en République populaire de Chine, à ne pas confondre avec Taïwan, hein, parce que les gens parlent beaucoup de Taïwan en ce moment, mais c'est 2 pays différents, et où ça a été vraiment très très sévère, et donc où effectivement le surf a été interdit. Donc c'est pas encore très très développé le surf en Chine. Il y a quand même des zones avec des surfeurs, et évidemment il en fait partie puisqu'il fait partie des entraîneurs de l'équipe nationale de surf. Et donc bon, là évidemment le surf est complètement interdit en Chine. Il a quitté en fait la Chine il y a environ 1 mois de cela, parce qu'il venait juste d'avoir un enfant. Et du coup, il est rentré en Italie via la Russie. C'était à un moment donné où encore les gens pouvaient passer les frontières. C'était un petit peu moins un peu limite. Et il est arrivé en Italie où là, justement, ça a commencé à exploser. Et lui qui avait vécu ce qui s'était passé en Chine était plutôt pour un confinement total, hein, parce qu'il considérait que c'était quelque chose de très, très dangereux. Et effectivement, en Italie, donc le surf est interdit. Mais il se trouve dans une situation qui est presque similaire à la nôtre. C'est quand même une scène surf en Italie qui est quand même assez développée, surtout à Rome, hein, dans la partie centrale-ouest de l'Italie, mais aussi dans l'Adriatique, vers un petit peu au sud de Venise, vers Ravenella, et puis à la frontière avec la France au nord-ouest aussi. Bref, en tout cas, le surf est interdit, et il commence à parler de déconfinement, et c'est validé, le surf est toujours interdit. D'accord. L'accès aux plages est interdit encore aujourd'hui pour les surfeurs et les gens qui veulent accéder à la plage.
Ok, donc ça c'est pour l'Italie. Tu Et sais jusque quand d'ailleurs ou pas, Erwan? Ils ont annoncé, tac, c'est carré. non, c'est une situation qui est un peu similaire. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce sur l'ouverture des plages. Donc, et d'ailleurs, justement, les Italiens qui ont vécu quand même le drame un peu avant tout le monde et de manière assez forte, hein, puisque c'est le pays le plus touché, ont évidemment bien suivi le confinement. Et c'est vrai que maintenant qu'on parle de déconfinement, il commence à y avoir pas mal de surfeurs qui commencent à se plaindre parce qu'ils aimeraient justement pouvoir retourner à l'eau. Donc, une situation qui ressemble un petit peu à la nôtre, hein. Voilà, donc ça c'était pour l'Italie. Ensuite, j'ai fait le point aussi avec une amie qui est en Nouvelle-Zélande actuellement, pas loin du célèbre spot de Raglan. Donc eux, depuis le début de la crise, n'ont pas trop été touchés, hein, par la maladie. Ils ont eu quelques cas. Bon, après, il faut voir que c'est à l'autre bout de la planète. Il faut voir aussi que c'est une zone où il y a beaucoup moins d'échanges. Il y a du tourisme, bien sûr, mais beaucoup moins qu'en Europe. Il y a beaucoup moins de business, beaucoup moins d'avions, d'échanges, etc. Et donc, la maladie est arrivée assez tard. Et comme c'est une population qui est quand même assez disciplinée, ils ont rapidement pris les mesures. Et donc, ils n'ont pas eu trop de cas. Et justement, le surf n'a pas été banni, hein. Le surf n'a jamais été interdit. Donc, les Néo-Zélandais peuvent surfer encore aujourd'hui. Il y a quand même des petites restrictions, c'est-à-dire que les gens doivent rester dans leur région, dans leur zone, hein. On ne va pas changer de région, on ne va pas d'une île à l'autre, on ne va pas même, je ne sais plus si c'est des comtés là-bas, mais enfin voilà, on ne change pas de comté. Donc là-bas, en fait, la situation est assez stable. Voilà, mais c'est un peu différent aussi, hein, parce que la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de surfeurs par rapport à la population, mais ce n'est pas un pays très, très peuplé et c'est assez isolé. Donc, c'est un endroit où la maladie a tendance à se développer un petit peu moins vite qu'en Italie, par exemple, où il y a beaucoup plus de monde. Il y a presque 70 millions d'habitants. Les gens sont facilement entassés dans les villes et assez près des côtes. Donc là-bas, ça ne se passe pas trop mal, quoi, hein. Ça se passe pas trop mal. Ok, top pour la Nouvelle-Zélande. Quoi d'autre comme pays alors encore? J'ai eu un message d'un pote, la Romuald, je pense que maintenant tout le monde est au courant, hein, sur Tahiti. Depuis aujourd'hui, avec le décalage horaire, maintenant, eux, c'est peut-être déjà demain. Mais donc, le surf a repris à Tahiti. Donc là, on parle de la France. C'est la France des dom-tom, hein, territoire outre-mer. Donc, même si c'est la France, il y a une petite forme d'autonomie sur Tahiti. Faut savoir qu'ils ont eu très, très peu de cas à Tahiti, je crois, moins d'une cinquantaine ou 60 cas maximum. Et c'est une île, c'est pareil, c'est un peu comme la Nouvelle-Zélande, c'est très éloigné. Le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de vols, forcément, il y a beaucoup moins d'échanges avec d'autres pays, avec des gens qui pourraient déplacer la maladie. Et puis, ce sont des gens aussi qui sont très, très près de la mer. Et donc, je crois que le confinement, ils l'ont vécu de manière un peu difficile aussi. Et donc, voilà, retour au surf pour eux aujourd'hui. Donc, il y a du monde sur les riffs, il y a du monde sur les plages à Tahiti. Mais ça, ils vont pouvoir s'entraîner pour les JO de 2024. C'est top. Voilà, exactement. Vous avez peut-être vu les messages de Michel Bourrez, de Jérémy Flores qui sont là-bas et qui ont bien suivi le confinement et qui ont très bien compris les enjeux de la maladie parce que forcément, je pense que la plupart des gens ont compris que c'était quand même un danger. Et donc voilà, ils vont pouvoir retourner à l'eau et tant mieux pour eux, quoi. Tant mieux pour eux. Dernière destination et non des moindres, j'ai eu une assez longue conversation dans la nuit, hier soir, avec Randy Harrick à Hawaï. Donc sur Hawaï, une situation assez étonnante. Lui, il vit à Sunset Beach, donc sur le North Shore. Randy Harrick est un grand surfeur, c'est lui qui a créé les championnats du monde. À l'époque, c'était l'IPS qui est devenu l'ASP, maintenant la World Surf League. C'est lui qui a créé la Triple Crown, le Pipe Master. Et en plus de ça, c'est un grand explorateur. Et il vit à Sunset Beach, juste sur la plage. Alors, il m'a bien expliqué que depuis le début de la crise, il y a jamais eu. Il y a un confinement, mais qui est quand même assez flexible. Il n'y a pas vraiment le droit de faire des réunions sur la plage. Il n'y a pas le droit de passer trop de temps sur la plage. Mais par contre, le surf est autorisé. Donc, tout le monde surfe depuis le début de la crise. Et Randy m'expliquait que le tourisme est à l'arrêt quasiment. Il y a un peu moins d'une centaine de touristes par jour à Hawaï. Alors d'habitude, ce sont des milliers. Et il a eu ça depuis les années 60. Il a fait la fin de l'hiver sur le North Shore avec très peu de gens à l'eau, à part les locaux. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui surfent sur place. Mais il me disait, voilà, la circulation était fluide, on pouvait se garer n'importe où. Et c'est toujours le cas. Et il m'a dit, en fait, c'est génial, on se croirait dans les années 60 et voilà, ils font attention, hein. Lui, il va surfer, il va faire ses courses, mais après, il rentre chez lui. Lui, en plus, il a 60 ans passés, donc il fait très attention. Mais il me dit, voilà, c'est quand même, les gens font quand même assez gaffe, mais les gens surfent, ils vont passer 1 heure ou 2 à l'eau. Et voilà, donc lui, il est un petit peu tristounet parce qu'il voyage beaucoup.
En général, ils passent l'hiver sur le North Shore et là, on va arriver sur la fin de la saison. Donc, les houles de nord vont commencer à être de moins en moins fréquentes. Ils ont eu des super conditions la semaine dernière, des vagues exceptionnelles sur Waimea, Pipeline et tout. Enfin, voilà, c'était dingue. Mais ça va se calmer. Il m'a dit, du coup, d'habitude, l'été, c'est là que je voyage le plus. Et puisqu'il n'y a plus de vagues sur le North Shore, il me dit, là, évidemment, les voyages, ça va être compliqué un peu pour tout le monde sur Terre. Donc, il va devoir aller prendre sa voiture et aller surfer sur le sud de l'île de Oahu. Donc voilà. Donc, c'est quand même une situation qui n'est pas catastrophique pour eux. Ils profitent des vagues. Et voilà, le berceau du surf, ça surfe toujours là-bas, quoi. Eh ben, merci beaucoup Erwan, parce que tu vois, il y a plein de gens des fois qui disent ouais putain c'est des infos, c'est de l'intox, c'est du fake, les mecs ils ont réouvert, les mecs ils ont fermé, et c'est un petit peu le but, hein. Même si on part de BegMail après, c'est d'aller chercher les infos avec nos réseaux, avec nos copains, avec tu vois, et dire voilà comment tu fais, c'est quoi les solutions, et est-ce que c'est du bon sens. Toi, ton bon sens à ton avis, ce serait d'aller surfer ou non, c'est de patienter? Je pense qu'en fait, les choses se passent comme elles devaient se passer. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise un petit peu inattendue. Bon, après, on peut critiquer, etc. Mais toujours il y a une forme un peu de… Voilà, on n'était pas prêt en Europe et on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de pays qui sont touchés à travers la planète. Certains un peu moins, d'autres un peu plus. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Il y a quand même des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont impactés économiquement et tout ça. Je ne suis pas médecin, donc forcément, mon avis, il est vraiment, il ne tient qu'à moi et puis il n'est pas tranché. Je pense qu'effectivement, il fallait faire un confinement le temps que les autorités s'organisent, que voilà, le milieu médical, qu'on respecte tous et qu'on se rend compte qu'on avait un petit peu oublié tous ensemble. Ça ne sert à rien de pointer du doigt les gens, hein, c'est un peu tous de notre faute. Et Ok, Erwan, merci beaucoup. En tout cas, c'est top hein, d'avoir ça. Et puis, tu es un copain de Guidel juste à côté. On continue un petit peu ce voyage-là. Il y a Daniel Damien qui est de la Corse. Il y a Vincent Lemasson qui est sur la Bolle et qui fait partie de Chrono Paddle et l'organisation des grandes compétitions. On est un petit peu sur le stand-up paddle. On a Océane Paddle Camp avec Amaury. C'est une journée qui a commencé vraiment de façon catastrophique au niveau technique. L'antenne du live, elle est tombée, il y a eu une tempête, donc tout a été un petit peu décalé. On reprend un petit peu la main, le contenu, il est hyper intéressant. Je vous rappelle que là, si vous faites un cri, Vanessa, qu'on te voit, c'est l'équipe, elle est en sirène. Ouais, salut. Voilà, c'est elle, avec son équipe de BegMail Paddle Cup il y a quelques jours seulement, un jeudi dernier, se dit allez, il faut réfléchir, il faut lancer un petit peu ces réseaux et ces initiatives et ces impulsions qui derrière vont, si besoin, se transformer en action. Donc salut Daniel, salut Vincent, il y a Amaury qui doit être quelque part. Bienvenue, un grand merci à toutes celles et ceux qui se connectent et qui se déconnectent. Je ne dis pas bonjour et au revoir à chaque fois, mais vous savez que ça nous fait super plaisir. Le live, il est enregistré et derrière, après, on fait le topo. Il y a vraiment plusieurs… T'entends de la musique corse? J'entends. Ah, voilà. C'est pour que ça arrive. Salut les copains. Donc Daniel, ensuite présentez-vous rapidement. Allez, une phrase chacun, Daniel, Vincent et Amaury. Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Merci Vanessa et puis merci Chris aussi. Effectivement, moi, je représente la Corse et le Corsica Paddle. Donc, on est loin de la Corse avec la Bretagne, mais on a des points communs avec les Bretons. Effectivement, voilà, je suis ravi de participer à votre émission. Donc voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Bonne tête de mafieux. Allez, dans la série mafieux, Vincent Lemasson. Salut tout le monde. Écoutez, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je représente la société Promo Paddle qui organise le Pornichet Paddle Trophy et qui co-organise aussi le Nautic Paddle de Paris. Et donc, j'essaie d'avoir pas mal d'infos sur ce qui se passe aux alentours de la Baule et de Pornichet, même si moi, je suis basé pas loin de chez toi aussi. Exact. Et Amaury, donc on revient dans le Finistère. Salut Amaury, quelques mots pour te présenter. Salut Christophe, donc ouais, moi c'est Amaury Dormé. Moi je m'occupe de Océan Paddle Camp. C'est un camp d'entraînement, de perfectionnement et d'aventure en presqu'île de Crozon, mais aussi à Tarifa, en Espagne. Et puis j'ai aussi une autre enseigne qui s'appelle Océan B. Et là je fais de la location de surf et une école de char à voile sur la plage de Goulien, pour ceux qui connaissent un petit peu la presqu'île de Crozon.
Moi, je connais. Merci Vanessa. Donc, j'adore moi, aller là-bas. Merci de participer. Tous, il y a une chose où on est en commun, c'est vous voyez, on garde le sourire. Et le sourire, c'est pas pour rire bêtement ou naïvement, c'est pour dire voilà, on est là, on a notre enthousiasme. Il y a des femmes, des hommes qui ramassent. Il y en a aussi qui réfléchissent. Il y en a qui sont déjà dans l'action. Il y en a qui attendent les actions. Et puis il y a des réseaux. Il y a des réseaux qui se font. On a parlé des réseaux business, mais il y a d'autres réseaux qui sont hyper importants. Et celui-là, sur cette action-là, elle est essentielle. Comment, vous qui avez organisé ou qui organisez des énormes courses, comment vous réagissez un petit peu aux dernières annonces? Il y en a qui ont annulé des compétitions, il y en a qui ont reporté, il y en a où l'activité est complètement en stand-by. La plus proche, on va commencer par toi, Vincent, parce que c'était la plus proche et c'était le début de l'APP, du circuit mondial sur la bolle. Comment on rebondit, comment on prend un petit peu toutes les news qui nous tombent dessus? Déjà, toute la difficulté, c'est de faire un petit peu la part des choses dans ce qui se dit et puis dans ce qui est réel. Par exemple, pour l'instant, moi, je ne suis pas capable d'avoir des informations, en tout cas pertinentes, sur les annonces qui ont été faites hier. Les infos ne sont pas encore redescendues au niveau des mairies, des préfectures, de la préfecture maritime. Donc, l'implication des mesures qui ont été prises aujourd'hui, je ne suis pas capable de la mesurer ou de savoir ce que ça va changer. Donc, nous, c'est un petit peu comme tout le monde. On est en stand-by, on attend de voir comment ça se passe. Les problématiques pour les événements de paddle, en tout cas dans la région, c'est la jauge au niveau des participants et des personnes qui vont pouvoir venir, la possibilité de faire ou pas de la restauration, d'avoir des espaces bars et compagnie. Et puis ensuite, c'est le soutien des collectivités territoriales et puis de nos partenaires. C'est sûr que là, la situation actuelle fait que ça change pas mal de choses pour nos partenaires ou pour les collectivités. Donc, comment on s'adapte? Comme tu l'as dit, on ne sera pas du coup Coupe du Monde cette année parce que on pouvait pas, c'était difficile dans ce contexte-là d'organiser une Coupe du Monde, de faire venir les meilleurs et puis d'assurer aussi l'équité sportive. Et dans un deuxième temps, on essaye de reconfigurer le concept de manière à garder en tout cas le côté populaire et puis à voir comment on va pouvoir l'adapter par rapport aux réglementations. Ok. Merci beaucoup. Daniel, Corsica Paddle Trophy, une plus petite compétition, mais qui grandit très rapidement, parce que Vincent, quand tu parles de pornichet et de nautique, c'est les références, c'est ce qui se fait en termes de monde. C'est les compétitions qui brassent le plus de monde. Daniel, toi, c'est juste la 2e édition. Elle est au mois d'octobre. Donc c'est plus tard, mais c'est le même contexte avec beaucoup d'inconnus quand même. Oui, en plus, la Corse vit à 80%, on va dire, sur du tourisme. Donc aujourd'hui, la saison estivale est très compliquée. Donc les annonces qui sont faites sur la Corse, on ne sait pas trop. Donc on a entendu les informations hier, mais le préfet donne aussi d'autres informations et ils ne sont pas très, très optimistes sur l'activité touristique de cet été. Donc, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, 95% du transport entre le continent et, je dirais, la Corse est à l'arrêt. Donc, quand on sait qu'on est sur une île avec les contraintes d'une île et tout ce qui va avec, le tourisme étant en plus une manne financière énorme, pour l'été, ça va être très compliqué. Donc, nous, en tant qu'organisateurs d'une course de paddle, en plus, on avait délibérément choisi l'année dernière de faire la course en fin de saison, puisqu'on a la chance d'avoir des conditions météo en Corse qui sont plutôt favorables en arrière-saison. Peut-être que ça va être intéressant pour nous cette année. Je ne le sais pas, très honnêtement. On maintient l'événement, donc pour l'instant, l'événement est maintenu parce que on va attendre de voir l'été, voir comment les choses vont évoluer, voir surtout la rentrée de septembre. Donc, pour l'instant, l'événement est maintenu. Si tout va bien, on espère, on va croiser les doigts, on verra. De toute façon, on sait que cette crise que l'on vit tous nous touche à la fois professionnellement et sportivement. On va espérer que le mois d'octobre sera meilleur et qu'on pourra l'organiser. Mais j'avoue qu'on est quand même inquiet par rapport à l'été, voir comment les choses vont évoluer et voir si déjà le tourisme va redémarrer. Et la mise à l'eau aujourd'hui sur la Corse, on va dire que
l'activité paddle et la glisse est un peu moins développée que, on va dire, sur la Bretagne ou sur Pornichet. Donc, on va dire qu'il y a une demande, les gens sont… mais on n'a pas du tout, on n'est pas du tout dans la même requête. Donc, on n'a pas cette… on sent moins l'impatience d'aller à l'eau. Hein, Ouais. donc, on le sent, mais c'est différent de ce qu'on peut trouver sur la Bretagne et sur les régions de l'océan. Donc, c'est un peu différent. Ok. Amaury, on revient donc aussi partie Finistère. Tout ça, on va faire un condensé derrière, hein, parce que vous êtes là, vous êtes la 5e vague d'intervenants arrivés, donc c'est entre 40 et 45 intervenants. Donc, il y a des choses qui ont été dites un petit peu sur d'autres trucs. Mais toi, concrètement, là, on est fin avril, début mai. Que ce soit compétition ou au niveau boulot, Amaury, comment tu vois les choses, les solutions et le concret? Alors, il y a plusieurs points déjà, et j'allais te contacter, j'attendais les dernières annonces. Nous, on avait le Morgat Waterman Challenge qui était prévu le 20 et 21 juin. Bon, je crois que la messe est dite. Tu as compris, on va préparer une annonce justement de report à l'année prochaine sur cet événement Waterman qui était un petit peu novateur et qui se faisait sur un format en plus sur 4 étapes sur toute la France. Donc, moi, je suis hyper malheureux déjà de ça. Après, nous, au niveau de la presqu'île de Crozon, tu vois, on est dans l'actualité. Ce matin, on était en réunion avec un collectif des structures surf de la presqu'île, des structures indépendantes, sur tout ce qui concerne le surf et la glisse, parce que on voit bien hein, que il va falloir qu'on soit acteur hein, aussi un petit peu de ce qui se passe. Faut savoir que c'est quand même 11 professionnels hein, dont on parle. Donc, quand tu vois le volume d'activité, c'est pas rien en presqu'île de Crozon sur l'ensemble des plages. Nous, notre problème aujourd'hui, il est simple, c'est que on est sur des plages très sauvages. On a bien compris que les plages allaient être fermées. Maintenant, on attend de savoir si la plage est un accès à l'océan ou elle est complètement fermée. Hein. Je crois que c'est la question que tout le monde se pose. Dans tous les cas, nous, il y a des impacts importants parce que on n'a pas de subvention, on gagne notre vie par notre travail uniquement et voilà. Après, moi, au niveau de l'Océan Paddle Camp, quand on parle d'impact, moi, les gens, ils viennent pour de la convivialité, ils se font la plupart à manger ensemble. Dans une grande maison, on est sur des groupes de 8 à 10. Donc je suis un peu perdu pour l'instant. J'attends les dernières annonces du mois de juin pour pouvoir relancer l'activité. Voilà. Donc l'impact, il est important. On est dans l'attente. On est dans l'attente aussi de savoir si les frontières vont s'ouvrir. Il faut savoir que nous, notamment sur la plage de Goulien, ça correspond pratiquement en termes de fréquentation. Tous les Allemands correspondent à 50 à 60% de la fréquentation sur la plage. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'impact si jamais les frontières sont fermées, quoi. Voilà. Ouais, et moi, je peux intervenir juste un peu. Et du coup, parce que nous, on a parlé avec l'office de tourisme et tout ça, donc savoir si la saison, hein, elle repartait, si en gros, ce public-là, il allait être remplacé par on va dire, du public, des touristes français. C'est pas les mêmes pratiques. Hein, c'est-à-dire que c'est clair qu'il faut s'attendre, en tout cas en pratique de surf, à moins de monde parce que les Allemands et les Anglais, ils vont pas être remplacés par des pratiquants français qui n'existent pas parce que soit ils sont chez nous, quoi. Et par contre, là, il y a une info parce qu'on l'a fait trop attendre, mais il y a un collectif qui s'appelle le collectif de Granville, qui sont hyper actifs, ils se sont mis en même temps que nous, ils sont créés en même temps que nous, et là, ils viennent de m'envoyer quand même une lettre, donc on a quand même le député de Finistère, Liliane Tanguy, et un député de par là-bas qui signent en fait des lettres quand même où ils envoient en mairie et où ils demandent à une possibilité de réouverture le 11 mai. Donc voilà, c'est-à-dire que toutes les pratiques qu'on va pouvoir, on est entendu, hein, c'est-à-dire que nous en mairie, nos mairies nous entendent et en fait l'idée serait quand même d'essayer de mettre en fait une phase transitoire du 11 mai au 2 juin. Hein, donc avec sûrement les plages qui ne seront pas ouvertes à la bronzette, mais on va dire en accès australien, là, comme on dit. Donc du coup, ça va être important de faire remonter vraiment, nos bonnes pratiques. Toi, tu ne m'avais pas parlé des histoires de parking sur la presqu'île qui déjà étaient trop remplies l'été ou quelque chose comme ça?
Ouais, nous en fait, le collectif là d'indépendants professionnels des sports de glisse et du surf, en fait, il est né un petit peu de ça. C'est que avant même de parler du Covid-19, nous, on a des problématiques au niveau des parkings, de gestion des parkings. On va dire que la surfréquentation, c'était déjà un problème. Donc nous, notre plus grande inquiétude, c'est de voir à un moment donné les plages s'ouvrir. Et puis, parce que les règles ne sont pas respectées, nos plages sont refermées. Voilà. C'est aujourd'hui la plus grosse inquiétude qu'on a en presqu'île de Crozon, plus particulièrement sur les plages sauvages, les plages ouest de la presqu'île de Crozon, qui sont très fréquentées pour le surf. On espère être entendu par nos élus, en tout cas être consulté. Pour l'instant, on n'est pas encore dans cette phase-là, mais voilà, on aimerait vraiment aller vers ça, quoi. Voilà. Ok, bon, bah écoute, super. Mais de toute façon, nous, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a. On est tous en train de remonter quand même des pratiques qui sont assez semblables, que ce soit. Qu'on soit surfeur, qu'on fasse du kite, qu'on bosse dans le tourisme et tout ça. Donc, on a vraiment l'impression quand même que si on met en commun, nos idées et qu'on se structure bien, même si ça devrait être adapté après selon structure, parce que c'est sûr que la Baule, une plage de ville, ça n'a. En fait, c'est très très différent de nous, ce qu'on connaît, quoi. Ça, c'est pas du tout, la même gestion. Et puis voilà, mais quand même, on va quand même tous un peu dans le même sens. Et on a l'impression que les élus, collectivités vont aussi dans le sens de leurs habitants et de leurs pratiquants et d'un possible accueil du tourisme quand même de manière sécurisée, et que donc nos bonnes pratiques et tout ce qu'on va pouvoir remonter en commun, ça sera des propositions qui peuvent avoir de la force, quoi, en tout cas. Juste, Vanessa, toi, pour compléter un peu le sujet, nous, ce matin, le gros truc qui est ressorti, c'est qu'il est inconcevable que, par exemple, tous les magasins de vêtements puissent ouvrir. Les gens vont essayer les vêtements, les toucher les uns après les autres, etc. Et que nous, les professionnels qui sommes déjà… faut savoir que nous, avec la DDCS, on est soumis à pas mal de choses. On est contrôlé beaucoup sur le nettoyage de nos combinaisons. En fait, bien sûr, on a des adaptations, mais on est déjà, nous, les professionnels dans la glisse, dans tout un panel de contrôle, de nettoyage, d'accueil du public. Enfin, ça va pas être compliqué pour nous, en fait, si on regarde bien, parce qu'on a déjà cette habitude de contrôler, de faire attention à ce que les gens pratiquent en sécurité. Enfin, on est déjà dans toute cette démarche. Et puis, bien sûr, là, on verra après avec les médecins. Mais bon, moi, c'est vrai que je les ai eus. C'est comme les restaurants. On leur demande, en fait, dans les cuisines, des choses. Mais bon, les gestes sanitaires en restaurant, ils sont appliqués déjà dans les cuisines, si vous voulez. Donc, ça, il y a peut-être… Bon, ils ont un masque en plus, peut-être. Mais voilà, c'est-à-dire que sinon… donc, en fait, l'idée, c'est vraiment aussi de ne pas paniquer et de voir qu'on a, en fait, tous les outils, les solutions, mais qu'il faut juste qu'on construise, en fait, les choses… on va dire assez de manière intelligente et en s'entendant un peu les uns les autres, quoi. Daniel, c'est quoi la prochaine étape alors au niveau de la réflexion, et pareil pour toi, Vincent, tous les deux vous avez derrière des pratiquants, derrière il y a aussi des partenaires qui sont au top, et on essaye de faire des win-win, bien sûr les partenaires ils sont là pour avoir de la visibilité, là on parle de plus avoir de grands publics, de trucs de masse et tout. C'est quoi les prochaines étapes, Daniel? Nous, on a une chance, en fait, c'est qu'on est soutenu par la promotion de la Corse. Donc derrière, on a des autorités locales nous soutiennent, on a des partenaires aussi qui jouent le jeu pour l'instant. Ce que l'on espère, c'est que l'événement puisse avoir lieu, déjà, qu'il puisse, entre guillemets, se réaliser. Donc on a des inscrits aujourd'hui. En plus, nous, on a un mode un peu différent de ce qu'on peut rencontrer, parce qu'on est un mode de course en mode 3 jours. Donc on est sur un mode itinérant, donc les gens vont vivre ensemble pendant 3 jours, donc ils vont forcément se côtoyer. Donc on va faire en sorte qu'on ait un maximum, entre guillemets, de précautions sanitaires lors de l'événement. Et j'avoue très sincèrement que j'espère que ce que l'on est en train de vivre sera assez loin derrière nous pour éviter toutes les complications d'organisation, parce que
Nous, ça risque d'être un peu compliqué. On a des points d'étape, on n'est pas sur une course sur un lieu où les gens arrivent et repartent. Nous, on les accompagne, ils sont en mode itinérant, donc c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, on a de la chance parce qu'on est soutenu par les autorités, je dirais les acteurs locaux. Et on espère que comme il y a peu d'événements, qu'on puisse faire une fête, je dirais, en cette fin d'année et qu'on puisse tous se projeter sur 2021 parce que malheureusement, je crois que tous les concurrents ont envie de se mettre à l'eau, ils sont tous dans les starting blocks, il y en a qui voulaient faire le retour, ils étaient tous à aller, ils avaient des championnats, enfin des calendriers bien établis, tout est tombé à l'eau quasiment. Donc il y a une deuxième partie de saison où tout le monde mise à partir de septembre sur des événements. Moi, en tant qu'organisateur, je reviens avec Vincent, puisque moi je suis aussi ce que fait le Pornichet. C'est très frustrant quand on est en attente de savoir si l'événement aura lieu ou pas lieu. Et comme l'a dit aussi, j'ai perdu le nom de Océan Paddle. Excuse-moi. Quand on est comme ça, on travaille pendant des mois et des mois sur un événement et puis que malheureusement, pour une question je dirais, on est obligé d'arrêter l'événement et de reporter. C'est très frustrant. Donc, moi, je suis très solidaire de tout ça et j'espère qu'on pourra y voir un peu plus clair sur le deuxième semestre. Mais moi, je crains qu'avant l'été, ça soit compliqué pour tout le monde. Parce que malheureusement, l'accès à la plage, ça va être très compliqué. Même si j'ai vu passer quelques informations, puisque nous, ici en Corse, mais je crois que c'est un peu valable partout, tous les professionnels de la mer, le syndicat vient d'autoriser l'accès aux professionnels de la mer depuis peu. Donc, je pense que de votre côté en Bretagne, c'est aussi le cas, puisqu'ils ont donné une information. Et donc, comme il y a une grosse activité autour de la mer sur la Corse, ils essaient de préparer tant bien que mal l'été. Mais quand même, le moral, il n'est pas au beau fixe. Donc, voilà. Donc, on va espérer que la deuxième partie de saison, on puisse avoir quelques manifestations et qu'on puisse, entre guillemets, profiter. Ok. Juste parce qu'en termes d'agenda, on avait pris un petit peu de retard. Yannick, est-ce que vous m'entendez, Yannick? Parce que c'est la SNSM aussi qui est avec nous. Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Ouais, c'est parfait. On t'entend très bien, Yannick. Donc, dis-nous un petit peu qui t'es. Je sais que tu as un autre call juste derrière, mais c'était important. Ouais, je suis désolé, j'ai une visio qui démarre à 19h. Donc, moi, je me présente. Je suis le directeur du centre de formation et d'intervention de la SNSM de Quimper. Donc, nous, j'en connais par courrier certains et de visu d'autres. Nous, notre rôle, c'est de former les nageurs sauveteurs qui vont sur les plages l'été. Entre autres, également de faire les formations des gens sur les vedettes SNSM, particulièrement en matière de secourisme. On fait également des DPS, un dispositif prévisionnel de secours. Entre autres, on encadre le swimrun de Fonan, le swimrun de Morgat, le swimrun de Belle-Île. Bon, là, on fait des petites choses comme ça, donc on est un petit peu dans la partie. Ah, vous êtes même complètement dans la partie. Hein. Nous, on vous connaît tous bien. Tous ceux qui font du stand-up, du surf, du kite, la SNSM, les pratiquants, tout le monde vous connaît bien. Et donc là, c'est une situation, vous qui avez d'habitude, l'importance, c'est sur la sécurité, sur la santé. C'est quoi un petit peu le regard d'aujourd'hui et des semaines à venir? Nous, notre problématique dans le moment, c'est que déjà, toutes nos formations ont été suspendues depuis début mars. Ce qui veut dire que toutes les formations BNSSA, SSA, etc., secourisme, sont en stand-by jusqu'à début septembre. Quoi. Ça, c'est notre première problématique. Deuxième problématique pour nous, c'est que tous les DPS ont été annulés, voire jusqu'à mi-septembre pour le moment. Ce qui veut dire que les DPS, pour nous, c'est la seule manne financière que l'on peut avoir en dehors des formations. Ce qui veut dire qu'on a un gros manque à gagner. Ce n'est pas encore ça le plus gênant. Le plus gênant, c'est que nos jeunes ne sont pas formés et pour aller sur les plages, ça va être très compliqué. Dans le moment, il n'y a que 60% des maires sur le territoire français qui a signé des conventions avec la SNSM. Je parle SNSM, pour les autres, je ne sais pas. Donc, on a 1100 nageurs sauveteurs à placer sur nos plages.
Mais là, normalement, les premières affectations démarrent début juin pour finir en gros fin septembre. Là, on va être sur du mi-juin peut-être, si tout va bien, pour finir mi-août pratiquement. Donc, forcément, on a un problème de ce côté-là. Concernant la mise en œuvre, pardon, oui, vas-y Vanessa, excuse-moi. Non, mais j'allais dire, mais en même temps, par exemple, s'il y avait une phase transitoire, est-ce que comment dire, c'est Beach Boys quoi, qui font la surveillance? Est-ce qu'ils pourraient être, par exemple, affiliés à faire de la régulation au lieu par exemple, de contrôler que les gens ne soient pas statiques sur la plage? Je ne sais pas, c'est une idée. Hein. Ouais, mais je prends un exemple de plage comme, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire comme plage dans le secteur qui est par la SNSM, la baie d'Audierne. Sur la baie d'Audierne, sur une plage, ils sont 3 en surveillance. Ouais, c'est ça. 3 par jour. Donc, pour faire un petit peu la police, entre guillemets, ça va être très compliqué. En plus, en général, ce sont des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Parce que chez nous, la durée de vie d'un agent sauveteur, c'est 2 ans, 3 ans. Après, ils sont plus beaux. Ben non, c'est pas ça. Mais après, il y a les études, il y a la famille, il y a plein de choses. C'est des jeunes, donc ils n'ont pas forcément l'aplomb nécessaire pour dire aux gens, voilà. Les gestes barrières, ça va être très très compliqué à mettre en place. Les gens du siège chez nous à la SNSM sont en train de réfléchir sur les positions à adopter sur les plages par rapport aux postes de secours, l'armement des postes de secours, par rapport à lorsqu'ils sont en lame, en surveillance, etc. Donc, il y a des choses déjà, Yannick, de concrètes qui sont arrivées, puisque là, comme on est quasi à la 9e semaine est-ce que des choses, des éléments disent, bon ben voilà, avec toutes les inconnues que nous avons, aujourd'hui la SNSM, qui est responsable de la sécurité sur certains spots, est-ce qu'il y a déjà quelque chose de concret? Puisque certaines personnes aussi veulent dynamiser un petit peu, bien sûr, s'il y a tout est OK en termes de contrôle et de sécurité, mais ils veulent réouvrir au mois de mai ou au mois de juin, ce n'est pas très important la date, mais est-ce que vous avez déjà reçu des choses concrètes? Non, concrètement, on n'a rien. On n'a rien. Les seules choses qu'on a, c'est par rapport aux examens BNSSA, par exemple, où là, tous les gens qui ont passé le BNSSA en 2019 sont prolongés jusqu'à fin 2020, parce qu'on ne pourra pas faire les formations, les recyclages, entre guillemets. Toutes les formations PSE2 et surveillance sauvetage aquatique, SSA, hein, que la SNSM fournissait, ne seront pas faites cette année, ou seront faites beaucoup plus tard. Sachant que pour faire une surveillance de plage, il est nécessaire d'avoir que le BNSSA et le PSE, un premier secours en équipe de niveau 1. C'est la base. La SNSM fournissait le SSA supplémentaire plus un PSE2. Donc, on avait une plus-value là-dessus. Que là, cette année, on ne pourra pas donner. Mais pour le moment, on n'a rien par rapport à ce qu'on va pouvoir faire ou ce qu'on va devoir faire bientôt. On ne sait pas. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que c'est le confinement qui s'arrête le 11 mai. Ce n'est pas le virus. Et là, je rejoins complètement ce que disait, je crois que c'était Gaëtan tout à l'heure. On craint que le 11 mai, ça va être la fête à neuneux et le feu d'artifice. Il faut bien prendre en compte qu'il va falloir vraiment rester très très prudent sur les gestes barrières. Et ça va être très compliqué. Et moi j'ai une question, comment on respecte un geste barrière? Par exemple, si vous êtes par exemple, on imagine en surveillance et tout d'un coup quelqu'un fait une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, c'est quoi le geste barrière du coup pour le sauveteur? Ça se passe comment en fait? Ces gens sont pas il y a un texte de loi qui dit, et ceci est valable pour tous les gens, c'est la non-assistance à personne en danger. C'est valable pour tout citoyen, geste barrière ou pas. D'accord, donc c'est quelqu'un, voilà, c'est cool, voilà, on va le ramasser. Maintenant, s'il s'agit de faire du massage cardiaque, on fait du massage cardiaque. Je crois qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Maintenant, après, voilà. Mais donc, du coup, d'où peut-être l'idée de que même après le 11 mai, sport nautique, plage ou pas et tout ça, c'est une phase de transition en fait
jusqu'au 2 juin. Et voilà, il faut que cette transition soit plus ou moins soit assez réglée en fait et régulée. Ouais. Et une autre question en tant que la SNSM, parce que moi j'avais appelé la SNSM juste juste la capitainerie de Becmeil, et eux ils m'avaient dit qu'en fait en fait, ils n'avaient jamais ramassé ni de paddle, ni de kite. J'avais prêché pour ma paroisse dans la baie sur les 5 dernières années. Je voulais savoir, en fait, les interventions en fait, de la SNSM, elles sont axées sur quoi, en fait? La plus grosse partie, c'est quoi? C'est des baigneurs, c'est des voiliers, c'est des… comment dire, la plus grosse partie, en fait, en moyenne, c'est 8500 soins par an. Par saison. En général, ça va être des accidents de planches, ça va être des accidents, les gens qui tombent dans les rochers, ça va être des problèmes cardiaques, ça va être voilà. Mais par rapport au kite ou bien au paddle, les pratiquants sont quand même relativement disciplinés. Ils vont pas dans les zones de baignade, ils vont pas, voilà. Ils vont dans des endroits spécifiques. Et ça c'est bien. Par contre, c'est vrai que je connais pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'accidents au niveau des kites. Je n'ai pas l'esprit d'intervention qui me viennent par rapport aux vedettes SNSM, parce que je suis un ancien canotier, j'étais sur la Brofouenne. On n'a pas trop de… Tant mieux, Yannick. Ne cherche pas trop longtemps. S'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'accident. Non, mais c'est tant mieux, bien sûr, évidemment. Non, mais c'est que les gens respectent les zones de baignade. Ouais. Et par rapport à certains planchistes, je veux dire, entre guillemets, débutants, qui n'ont pas forcément la dextérité et qui se retrouvent parfois dans la bande des 300 mètres. Mais tu vois, Yannick, c'est pour ça que ça revenait aussi à la question, et c'est tout le but de ce type de réflexion et de call ensemble. Et une fois de plus, je le répète, c'est le premier là qu'on fait avec les problèmes techniques qu'on a eu en début d'après-midi. Mais la réflexion tout à l'heure de Vanessa, je pense qu'elle s'appelle comme ça, Vanessa en sirène, c'est de se dire, voilà, est-ce que la SNSM qui gère très très bien, par exemple, les zones de baignade, puisque les zones de baignade sont respectées, on le sait chaque année, que ce soit par les kitesurfers, par les baigneurs, par les gars en stand-up paddle, est-ce que ça, aujourd'hui, il y a des parallèles à faire avec ce qui va être mis en place après, dans le futur? Là, on lance juste des questions et puis après, on trouvera les solutions. Merci beaucoup, en tout cas, Yannick. Ouais, merci, Yannick. Très content d'avoir la SNSM. Je te rappelle, il y a des questions, Yannick. Voilà, si nous, on fait un petit, à présent, on va refaire un brainstorming, on va sûrement faire remonter des informations. Voilà, on peut coopérer ensemble, quoi. On coopère déjà ensemble pour la mer, tout le temps, pour les DPS, quand nous, on organise nos events. Quand vous faites vos épreuves, j'aimerais que le centre de formation soit affilié, parce qu'on arrive avec des paddles, on arrive avec des jet skis, on a des semi-rigides, enfin bon, on a du matériel. Et si vous avez besoin, faites appel au centre de formation. Ok. C'est un plaisir de vous, avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Yannick. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, on va faire peut-être une petite pause musicale. Il nous reste Damien, Daniel, je n'arrive pas à savoir si c'est Daniel ou Damien en fait. Ouais, on enregistre tout parce qu'on a un dernier volet. C'est quoi le dernier volet, Vanessa? C'est médecine. Non, on va passer un peu sur les parcs. Ouais, tu vas te dire, pourquoi on a des parcs? J'ai une info que peut-être vous avez qui a eu lieu ce matin sur la Fédération du nautisme. Non, comme je n'ai pas tout suivi, mais apparemment les fédérations du nautisme, notamment voile, surf, ont une visioconférence aujourd'hui avec le Comité national olympique et sportif pour mettre une solution transitoire entre le 11 mai et le 2 juin pour qu'on fasse le surf and go à la mode australienne avec des gestes barrières à mettre en place sur les plages. Et apparemment, c'est remonté donc jusqu'à la ministre qui apparemment soutiendrait l'idée et donc ils sont en pleine discussion. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle dans les tuyaux. Donc, ce serait une solution transitoire, donc jusqu'à début juin. Voilà. Et je pense que le 11 mai en juin, enfin bon, ce que nous, ce qu'on a entendu jusqu'à présent quand même, c'est-à-dire que je pense que les gens
enfin bon, que ce soit les élus, les collectivités, enfin bon, tout le monde a conscience quand même de l'importance économique, sanitaire aussi, de santé, de cette espèce de phase transitoire et que en fait, bah voilà, si c'est bien géré, on a des chances, quoi. En tout cas, merci pour l'invitation. Je vous attends encore. C'est un de ce que. Ouais. Bah, moi, j'espère sincèrement que ce ne sera pas annulé, mais alors vraiment pas parce que moi, j'ai tout donné au nautique et normalement, je dois partir avec Nico. De qui? De la télévision réalité, de Koh-Lanta. Franchement, moi, tous les events sont annulés. On a annulé tous nos events et j'espère, mais vraiment sincèrement, venir en Corse. C'est ça, comme c'est pas en live, on peut dire que tout était truqué ou quoi? Ça va pas, j'étais la meilleure danseuse. Non, c'est vrai que c'était truqué. C'est vrai que c'était pas truqué. On va switcher derrière. Gaëtan, je ne sais pas si tu m'entends, Gaëtan, parce que après, il va y avoir le point, mais tu vois, quand une nouvelle tombe comme ça, là, le surf and go, de se dire, bon, allez, on croit en la responsabilité de chacun à venir surfer, se barrer et à faire les distanciations comme tu peux les avoir dans un supermarché ou quand tu vas, j'allais dire chez Leroy Merlin, non, parce que c'est pas le bon exemple, mais tu vois, ou dans un parc, ça te paraît, tu vois, être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, toi, qui amuse? Non, plutôt une mauvaise nouvelle parce que quand on voit les images des gens qui vont au supermarché, justement, qui sont les uns derrière les autres, quand on voit. Okay. Non, pour moi, j'y crois pas trop et bon, j'espère que le virus va pas continuer à se développer. La crainte, c'est vraiment d'avoir un rebond derrière. La Bretagne, elle est relativement épargnée, donc ils ont une capacité à réagir si jamais il y a plus de personnes à venir. Mais il y a d'autres régions comme Paris et le Grand Est où là, ils ont vraiment très, très peu de marge de manœuvre aujourd'hui. Là, ils ont réussi à faire quelques lits vides dans les services de réanimation. Mais quand il y a 5 ou 10 lits, c'est rien dans une population. Donc, non. Et tu sais qu'on est bien équipés, nous, que ce soit la Bretagne, la Corse, on a des infos quand même là-dessus sur notre parc hospitalier. Bon, on aura les médecins tout à l'heure qui sont du Moi, je peux vous donner quelques infos sur la Corse parce que j'en ai quelques-unes en fait. Globalement, il y a 2 grands centres en Corse, hein, c'est Ajaccio et Bastia. Et puis ensuite, vous avez d'autres hôpitaux dans d'autres villes de Corse, petites villes, on va dire. Et puis ensuite, ils ont créé 9 centres Covid pendant la crise. Hein, c'est des centres qu'ils ont dispersés sur l'île pour faire des premiers secours avec des groupements de médecins. Ça a plutôt bien fonctionné puisque, en fait, la Corse, si on a la répartition sur l'île, en fait, aujourd'hui, les principaux cas, le cluster, il est sur Ajaccio parce que sur Bastia, il y a très peu de cas aujourd'hui recensés. Les derniers chiffres que moi j'avais à disposition, je crois qu'il y avait 36 cas graves qui étaient encore recensés sur la Corse. Et notamment, en fait, la tranche d'âge touchée, c'est des plus de 66 ans en moyenne sur la Corse qui étaient des gens touchés. Alors après, je vous ai peut-être tous vu des images du bateau, le fameux Tonnerre qui est venu récupérer des patients parce qu'ils étaient surchargés à Ajaccio. Il les a emmenés sur Marseille. Mais ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Et c'est là qu'on a vu l'intérêt, la puissance de l'armée, parce que ça a soulagé l'hôpital d'Ajaccio. Mais aujourd'hui, en fait, les chiffres sont plutôt en régression. Donc, c'est plutôt les infos qu'on a, hein, qui datent de très peu de jours, hein, puisque je me suis renseigné avant de faire cette visio avec vous. Mais voilà. Et puis, ils ont lancé beaucoup de tests. Aussi bizarre soit-il, ils ont lancé plus de 4000 tests voilà, sur des zones. Donc, c'est plutôt bien. Et ils ont 2 millions de masques de disponibles aujourd'hui pour couvrir les confinements. Donc, ils se préparent à cette période, sachant qu'en fait, ils imaginent un déconfinement par territoire. Hein. C'est-à-dire que le nord de l'île est quand même beaucoup moins touché que le sud. Donc, Bastia est vraiment plus touché Ajaccio est plus touché que Bastia. Et donc, le préfet imagine en concertation avec les acteurs locaux, peut-être ça va se faire en concertation, hein, donc voir comment ils vont peut-être entre le nord qui est un peu moins touché que le sud, voir comment ils vont évoluer. Voilà, mais voilà les chiffres que j'ai pour l'instant sur l'île. Voilà. Ok. Merci beaucoup. À très bientôt en tout cas. Je vous remercie. On va stopper à 10 minutes et on va lancer nous le dernier chapitre qui est plus médecine. Et Gaëtan, vu qu'on a avec nous DJ Manu et que tu n'as peut-être pas de DJ avec toi, tu veux une dédicace musicale, tu vois, pour te mettre la banane, tu vois,
Christophe, du Mano Solo, Ce que tu veux, ce qui peut me donner la pêche. Mais justement, je vais pas pouvoir assister à l'autre rendez-vous après parce que je travaille ce soir et je vais essayer de dormir un petit peu avant d'aller au travail. Donc, je vais pas pouvoir rester sur l'autre partie. Eh ben, merci beaucoup. Manu, tu lui trouves un truc pour mettre la banane, hein, pour, tu vois, aller avec les patients, tu vois, avec le sourire et tout. Pas d'embrassade, pas tout ça. Mais... Non, pas d'embrassade, non. Merci à tous, en tout cas. Merci, Gaëtan. Un grand merci. Il y a quelques-uns qui sont encore connectés. Un grand merci, Ronan, si tu m'entends. Guy et